Salopard de juge rouge. Ouais, putain, ils l'ont eu. Ils ont eu Jean-Marc. Ah ouais, un mec en or. Oui. Sympa comme tout. Une fois que t'as passé 30 ans, il n'y a plus un problème. Oui. Quelqu'un a vu les stagiaires? Ah non. Bonjour et bienvenue dans le récap. Nous sommes le jeudi 15 janvier et je vous ai compris. Citation gaulienne gratuite mais appropriée, vous allez voir. Hier, plusieurs d'entre vous ont un peu tiqué. J'ai mentionné Morandini en introduction et puis plus rien. Il n'y en avait que pour Pascal Praud. Vous êtes un petit peu restés sur votre faim. Alors, message reçu, 5 sur 5. On va réparer cette anomalie éditoriale immédiatement. Et quand je vous dis que je lis vos commentaires, je rigole pas. Et d'ailleurs, à ce propos, j'ai un petit truc à vous proposer pour qu'on discute un peu plus facilement. Je vous en parle juste après Morandini, parce qu'aux médias, on a quand même le sens des priorités. Alors, la sentence est tombée hier dans la journée. La Cour de cassation a tranché et l'animateur chouchou de Bolloré est définitivement condamné pour corruption de mineurs. Cette fois, Morandini a épuisé tous les recours de droit français. Alors, on rembobine un peu l'affaire. En mars 2025, la Cour d'appel de Paris a condamné Jean-Marc Morandini à 2 ans de prison avec sursis et 20 000 € d'amende. Et ça ne s'arrête pas là. Il écope aussi d'une interdiction définitive d'exercer une profession en contact avec des mineurs et d'une inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles. C'était déjà plus lourd qu'en première instance, mais Morandini s'est acharné. Il s'est pourvu en cassation pour rien, puisque cette ultime juridiction a confirmé la condamnation de la Cour d'appel. Elle est donc définitive en France. Alors, avec un tel pédigré, ça vaut quand même le coup qu'on fasse le point sur les faits. Jean-Marc Morandini a été jugé plusieurs fois, donc, pour avoir envoyé des messages à caractère sexuel à 2 mineurs de 15 ans en évoquant des scénarios sexuels et en demandant des photos dénudées. En 2009, il a également demandé à un adolescent de 16 ans de se dénuder et de se masturber devant lui lors d'une audition pour un film qui n'a finalement jamais été tourné. Morandini est donc un délinquant sexuel reconnu et fiché par la justice. Et comme il a beaucoup d'argent et qu'il ne veut pas admettre son statut de dangereux détraqué de 60 balais, il a annoncé hier qu'il étudiait la possibilité de saisir désormais la Cour européenne des droits de l'homme. Oui, rien que ça. Et puis en plus, c'est pratique, ça prend une plombe et il pourra continuer de se vautrer dans une fausse présomption d'innocence qui ne tient plus, pour encore environ 10 ans, alors même que, par 2 fois, des juges ont conclu à sa culpabilité en France et que la décision est définitive en France. Et puis bon, cette histoire de CEDH, c'est aussi une aubaine pour CNews, son employeur, pour des gens qui sans cesse remettent en cause l'utilité de cette juridiction supranationale. Elle leur est subitement bien utile. La chaîne a déclaré à l'AFP, Jean-Marc Morandini continue son combat pour la justice et il reste à l'antenne sur CNews dès ce jeudi à 10h30. Et chose promise, chose due, Pascal Praud a assuré la passe décisive aux pédocriminels. C'était ce matin, et tout en douceur et en connivence. Jean-Marc Morandini, c'est à vous. C'est à moi et je vais vous parler de ce qui s'est passé à Avignon parce que c'est assez surréaliste. À Avignon, il y a une dizaine de jours, il y a un dealer qui a été arrêté par la police. C'est un dealer marocain, il avait 23 ans et il est passé devant le tribunal il y a quelques heures et le magistrat lui dit « Mais comment ça se fait? Vous êtes sous OQTF, vous avez plusieurs OQTF, qu'est-ce que vous faites en France ?» Sa réponse « Ah ben oui, mais j'avais oublié. J'avais oublié que j'étais sous OQTF. C'est pour ça que je suis revenu en France. » Alors, ce qui est sûr, c'est que Jean-Marc Morandini, lui, n'oublie jamais de s'en prendre sexuellement à des petits jeunes. Mais le plus cynique dans tout ça, c'est de savoir que 40 minutes avant ce lancement de Pascal Praud, il a dit ça. On ne touche pas un enfant, là, vous êtes d'accord avec ça? Sur CNews, on n'est vraiment pas à une contradiction près. Alors, l'affaire qu'on vient d'évoquer n'est pas la seule pour laquelle Morandini est englué sur le banc des accusés. Il y en a une autre pour laquelle il a été jugé et condamné 2 fois, en première instance et en appel. C'était en janvier 2025. À nouveau, la peine a été alourdie la seconde fois et à nouveau, Morandini se pourvoit en cassation pour faire traîner. À ce jour, la date du nouveau procès n'est d'ailleurs pas encore fixée. C'est bien pratique
pour le principal intéressé. Cette fois-ci, l'accusé ne fait plus face à des accusations de corruption de mineurs, mais de harcèlement sexuel durant les castings de la web-série Les Faucons qu'il produisait. Les victimes sont des comédiens âgés de 19 à 26 ans que Jean-Marc Morandini incitait à se dénuder devant lui et encore une fois à se masturber face caméra. Pour parvenir à ses fins, l'animateur se serait même fait passer pour une certaine Catherine Leclerc, une fausse directrice de casting. Une des victimes avait notamment reçu 2 mails de la fausse Catherine, signés « Maman », lui demandant s'il était prêt à faire une fellation à Jean-Marc Morandini qui, je cite, « n'est pas n'importe qui ». En plus de souligner l'engrenage psychologique mis en place par le prévenu, les magistrats qui ont jugé cette affaire ont mis en avant l'intérêt financier de Jean-Marc Morandini qui souhaitait commercialiser sur Internet une version interdite aux moins de 16 ans de cette web-série. Je cite, « Lors de la commercialisation des épisodes, les rushs étaient vendus plus cher que les épisodes eux-mêmes. Jean-Marc Morandini avait donc un intérêt financier à ce que le jeune homme accepte d'aller toujours plus loin dans ce domaine », a estimé la présidente de la 31e chambre correctionnelle. Dans cette affaire, l'animateur sexagénaire a été condamné à 18 mois de prison avec sursis et 50 000 € d'amende pour travail dissimulé. Comme toujours, il continue de nier les faits et conteste totalement les accusations portées contre lui. Et donc, malgré tout ce que je viens de vous raconter, malgré ces faits et ces condamnations, dont l'une d'entre elles est définitive au regard du droit français, on le rappelle, malgré l'inscription au fichier des auteurs d'infractions sexuelles, Jean-Marc Morandini est toujours à l'antenne, et ce, quotidiennement, sur CNews. Le groupe Canal, propriété de Vincent Bolloré, ne voit visiblement aucun problème à employer Jean-Marc Morandini. Au contraire, il le couvre au motif que toutes les voies de recours ne seraient pas épuisées. 3 décisions de justice confirment qu'il est coupable de faits graves à caractère sexuel impliquant des enfants, mais ce n'est pas suffisant pour décider de se séparer de l'animateur. En commission d'enquête, le député insoumis Antoine Léaumont avait interrogé les dirigeants de la chaîne sur cette question. Ces derniers se cachent évidemment toujours éhontément derrière la présomption d'innocence, celle-là même qui n'a jamais de valeur pour celles et ceux que CNews veut disqualifier à longueur de journée sur ses plateaux, mais qui vaut pour Jean-Marc Morandini. On écoute. Une présomption d'innocence et des recours sont en cours. On prendra une décision en fonction de à l'issue de ces recours. Alors, en l'occurrence, il y a une condamnation. C'est en général, quand il y a condamnation, donc la présomption d'innocence tombe, en l'occurrence. On sent quand même que le sujet est légèrement épineux, surtout quand l'élu s'inquiète des stagiaires de la chaîne. On regarde. Son émission est produite par une société de production à l'extérieur des locaux de CNews et que la diffusion se fait en direct tous les jours. Pour le reste, je ne suis pas... Alors, je fais respecter, c'est-à-dire je fais respecter la loi, mais je ne sais pas si c'est à moi. Là, pour le coup, ça dépasse ma compétence de directeur de l'information. Je vais laisser la parole à Christophe. Je pense qu'effectivement, on est assez loin de l'objet de la commission, mais évidemment qu'on respecte la loi, on fait respecter la loi, on fait attention à la sécurité de l'ensemble des salariés du groupe et des personnes qui peuvent travailler dans le groupe. Donc voilà. Bah oui, c'est News qui respecte la loi, c'est bien connu ça. Bref, en juin dernier, Mediapart nous avait d'ailleurs informé que chez Europe 1, les stagiaires étaient parqués dans un endroit où ils ne pouvaient pas rencontrer Jean-Marc Morandini, c'est vous dire l'ambiance. Enfin bref, le moins que l'on puisse dire, c'est que cette grande mansuétude à l'égard de Morandini de la part de CNews tranche nettement avec les grands discours et les valeurs chrétiennes portées en bandoulière par le grand patron Bolloré devant cette même commission. Rappelons d'ailleurs pour la petite histoire que le conseiller spirituel de Bolloré, le prêtre Guillaume Seguin, est lui-même condamné par l'Église en 2020 pour des agressions sexuelles et notamment l'une sur un mineur lors d'une confession. Vraisemblablement, la bonne morale du milliardaire est à géométrie variable. On est surpris. Tout ceci tranche aussi nettement avec les premières déclarations de la chaîne, alors encore iTélé. C'était le 25 août 2016, pile au moment où commencent à sortir les affaires de Morandini et où ce dernier se fait recruter contre l'avis général des salariés qui se mettent d'ailleurs en grève. À l'époque, la direction assure qu'en cas de condamnation, je cite, Jean-Marc Morandini et iTélé ont d'ores et déjà prévu qu'ils quitteraient le groupe sans indemnité. Alors presque 10 ans plus tard, cette déclaration a très mal vieilli.
On rappelle à toutes fins utiles que Morandini n'est plus présumé innocent, c'est terminé, recours à la CEDH ou pas, ce n'est pas suspensif, sa condamnation est effective. Mais ça, CNews n'en a que faire, le prédateur sexuel va continuer à parler dans le Post chaque jour, à fustiger la justice trop laxiste pour d'autres, à garder son influence, sa posture et donc sa capacité à en abuser, comme il l'a déjà fait. Le magazine Complément d'enquête a diffusé le témoignage d'une des victimes de l'animateur. Alex, c'est son nom, dénonce un pied de nez très malsain du groupe Canal à toutes les victimes de violences sexuelles. Je vous propose de l'écouter. Ces patrons disent présomption d'innocence. Présomption d'innocence, mais par contre, il a ruiné l'adolescence de certaines personnes. Pour l'instant, son groupe Canal+ privilégie le business à la protection des mineurs et des enfants. En tant que victime, c'est un combat qui est très difficile à mener. Et comment voulez-vous que d'autres victimes aillent porter plainte quand on se dit « Ah mais quoi que je fasse, ça va rien changer ». Et il va toujours garder son aura, sa caisse de résonance, parce qu'il a une émission quotidienne à la télévision. C'est un pied de nez très malsain que fait Canal+ à l'intégralité des victimes, à l'ensemble des victimes de violences sexuelles, d'agressions sexuelles, de toutes ces choses-là. C'est une image catastrophique qui renvoie. Avec Morandini, CNews, pour ne pas dire Canal et Bolloré, choisit de relativiser l'indéfendable, de tordre la présomption d'innocence jusqu'à l'indécence et de piétiner ses propres grands sermons dès qu'il menace un actif rentable. CNews passe ses journées à hurler contre les délinquants, la décadence morale et l'ensauvagement de la société. Mais quand un pédocriminel condamné définitivement est dans ses murs, soudain, tout se brouille, c'est silence radio. Cette hypocrisie n'est pas un accident, c'est précisément la ligne éditoriale de cette chaîne, la même qui absout les délinquants en col blanc, protège les puissants et écrase les victimes quand elle dérange le récit global. En laissant Morandini à l'antenne, CNews ne se contente pas de choquer, elle envoie un message aux victimes à qui l'on explique que la souffrance pèse moins lourd que le business et aux agresseurs à qui l'on montre qu'avec assez d'argent, de relations et de cynisme, tout passe. Il n'y a plus d'ambiguïté possible, ce n'est pas qu'une affaire judiciaire, c'est un choix politique et médiatique. Bolloré ne tolère pas Morandini, il l'assume, il le soutient et se rend comptable de ce que la chaîne prétend dénoncer par ailleurs 24 heures sur 24 sur ses antennes nauséabondes. Tout le reste, ce n'est que du bruit, des faux semblants et une morale en carton. Alors, on en a parlé tout à l'heure, vous le savez, j'adore lire vos commentaires, vos réactions, vos réflexions sous les vidéos du récap. Merci d'ailleurs de prendre le temps de les écrire. En plus d'être souvent pertinents, ils sont très utiles pour caresser l'algorithme YouTube dans le sens du poil et soutenir le média. Mais j'ai envie que ça ne s'arrête pas là, surtout que ce n'est pas toujours facile de suivre la section commentaires sur YouTube. Alors, je vous ai concocté un espace dédié, un endroit pour échanger ensemble, proposer des sujets si vous en avez envie ou réagir à chaud à l'actualité. Tout ça juste entre nous. Je vous propose de me retrouver sur Instagram. J'ai créé un canal de discussion juste pour vous sur mon compte. Alors si ça vous intéresse, n'hésitez pas à vous y abonner. Je vous mets toutes les infos dans la barre d'infos. Et n'hésitez pas non plus à soutenir le média pour nous permettre de continuer à vous informer dans un paysage audiovisuel de plus en plus concentré et réactionnaire. Alors abonnez-vous si vous le souhaitez et faites un don sur notre site internet. Grâce à vous, le combat pourra continuer. À l'Assemblée nationale, les débats sur le budget 2026 ont repris cette semaine et évidemment, les députés ont du mal à se mettre d'accord. Personne ne se fait d'illusions, ce budget ne sera pas voté, confie un député au journal L'Humanité. Une conviction largement partagée, tout banc confondu à l'Assemblée. La question n'est donc plus celle du contenu, mais celle de la méthode. Comment le gouvernement compte-t-il faire adopter son budget ? Alors, deux scénarios sont sur la table. Le recours à l'article 49.3 ou l'adoption par ordonnance. L'Élysée a fait fuiter une préférence pour cette seconde option, pourtant juridiquement incertaine et politiquement explosive. Déjà parce que le délai constitutionnel permettant en théorie un recours aux ordonnances est dépassé, et surtout parce qu'une telle procédure n'a jamais été utilisée pour faire adopter un budget. Les constitutionnalistes eux-mêmes divergent sur sa légalité. À l'Assemblée, l'hypothèse des ordonnances convainc
un peu. Beaucoup y voient un risque immédiat de censure et de chute du gouvernement. L'option du 49.3 reste donc la plus probable. Pour adopter le projet de loi de finances, le gouvernement devrait y recourir plusieurs fois, déclenchant donc autant de motions de censure de la part de l'opposition. Et les socialistes là-dedans, selon l'Humanité, ils restent divisés. Estelle Mercier, coordinatrice du groupe sur le budget, plaide encore pour un compromis. Je la cite, « Un budget sans compromis, c'est la censure ». On continue à parler économie avec cette annonce du ministre Roland Lescure et du gouverneur de la Banque de France. Et c'est une mauvaise nouvelle pour les épargnants. Le taux de rémunération du livret A va passer à 1,5% à compter du 1er février prochain. Et le taux du livret d'épargne populaire réservé aux épargnants modestes est fixé quant à lui à 2,5%, soit une baisse de la rémunération de 0,2% pour ces deux produits. Roland Lescure, le locataire de Bercy, s'est réjoui quant à lui de ce taux. Je le cite, « Le livret A est un support d'épargne privilégié pour tous les Français. Avec ce nouveau taux supérieur à l'inflation, le pouvoir d'achat des ménages est préservé. » Mais alors comment ce taux est-il calculé ? Il prend en compte d'un côté un taux dépendant de la politique monétaire de la Banque centrale européenne et de l'autre l'inflation hors tabac du deuxième trimestre 2025. C'est cette deuxième composante qui plombe actuellement le taux du livret A, car la hausse des prix a considérablement ralenti en France, au bénéfice du pouvoir d'achat des Français, dit-on. Et on passe à l'international. La répression fait toujours rage en Iran. Plus de 3400 personnes auraient été tuées depuis le début de la contestation. Ce sont les chiffres d'une ONG. L'organisation Iran Human Rights, basée en Norvège, estime que ce nombre, obtenu de sources au sein du ministère de la Santé, est un minimum absolu. Il ne tient en effet compte que des morts du 8 au 12 janvier. D'autres ONG font également mention de plusieurs milliers de morts. Amnesty International dénonce de son côté des massacres d'une ampleur sans précédent. Pour que les Iraniens ne puissent pas documenter cette répression, les autorités du pays ont coupé Internet depuis le 8 janvier. Une panne d'électricité massive a non seulement coupé l'accès au réseau mondial, mais aussi aux services en ligne nationaux, jusque-là partiellement accessibles lors des précédentes répressions. Concrètement, il n'y a plus rien, pas de réseau sur les téléphones, pas d'antenne, ce qui muselle évidemment encore un peu plus les manifestants. En tout cas, pour l'heure, le bilan des morts reste évidemment difficile à établir dans ces conditions, mais il est vraisemblablement effroyable, et tout ça sans compter les plus de 10 000 personnes au moins arrêtées. En France, un conseil de défense en urgence vient d'être organisé pour parler de l'Iran, justement, mais aussi pour évoquer le Groenland. Une quinzaine de soldats français sont déjà arrivés sur place. L'objectif affiché par les Européens est de montrer rapidement leur unité et d'afficher leur soutien avec le Groenland et le Danemark face aux menaces de Donald Trump. L'Allemagne a fait savoir qu'elle allait elle aussi envoyer jeudi une équipe de reconnaissance composée de 13 personnes dans la capitale groenlandaise. Des soldats suédois et norvégiens sont aussi en route pour le territoire pour venir en renfort des éléments danois déjà mobilisés sur place et filmés en train de débarquer leur avion militaire. Selon le quotidien allemand Bild, des soldats des Pays-Bas, du Canada et du Royaume-Uni seraient aussi en route pour les terres nordiques. La diplomatie russe s'est dite sérieusement inquiète de l'envoi de troupes de l'OTAN au Groenland ce jeudi. À l'issue de ce conseil de défense, Emmanuel Macron a annoncé l'envoi de renforts terrestres, aériens et maritimes ces prochains jours au Groenland. Merci d'avoir regardé cette nouvelle édition du Récap. N'hésitez pas à nous laisser vos impressions en commentaire si vous nous regardez sur YouTube ou via email si vous nous regardez à la télé. Et n'oubliez pas que l'indépendance a un coût. Alors si vous avez la possibilité de nous donner un précieux coup de pouce, n'hésitez pas à vous abonner aux médias ou à faire un don sur notre site internet. Vous pouvez aussi évidemment parler de nous autour de vous et nous suivre sur les réseaux sociaux. Et d'ailleurs, en attendant la TNT, retrouvez-nous sur nos deux chaînes YouTube, Le Média et Le Média 24/7 pour ne rien rater de nos programmes. Très bonne soirée sur Le Média.